Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast Allez vas-y. Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast Tout un sport. Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Victor Samnik, ancien joueur professionnel de basket, ayant fait ses études à l'université de Georgetown, puis de retour en France, qui a connu 2 titres de champion de France avec Nancy. Dans cet épisode, Victor nous explique comment il a découvert le basket au Cameroun et la manière dont son caractère s'est forgé dans les épreuves. Il nous partage comment il a été repéré par des recruteurs américains. Enfin, il revient avec nous sur sa carrière de basketteur professionnel et sur ses activités aujourd'hui qu'il est à la retraite sportive. Je vous invite à découvrir cet épisode où Victor vous partage son enthousiasme et sa passion pour le basket et comment il veut aujourd'hui transmettre tout cela. Très bonne écoute à vous. Et bien donc on est sur le podcast avec Victor Samnik. Bonjour Victor. Bonjour Frédéric. Alors je reçois Victor Samnik. Alors pour les non-basketteurs, le nom de Victor Samnik ne dit pas grand-chose, mais pour les basketteurs, forcément ça éveille quelque chose puisque Victor a été champion de France avec Nancy en 2008 et 2011. Il a également fait ses études à l'université de Georgetown à Washington DC, à la capitale. Université qui est connue pour avoir accueilli notamment Allen Iverson et aussi Patrick Ewing, un ancien joueur de la Dream Team. Donc, moi, c'est un vrai honneur en tant que passionné de basket de pouvoir passer la parole à Victor. Et Victor, est-ce que tu pourrais me parler de ce qui t'a amené au basket ? Déjà encore merci d'avoir pensé à moi. Je m'oublie en fait en général, j'oublie souvent ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui m'a amené à jouer au basket? En fait, je suis ici d'une famille de basketteurs. En fait, mon père il a joué au basket au Cameroun. Il était aussi président de la fédération de basket. Donc j'ai grandi en jouant au basket dans la cour familiale. Et qu'est-ce qui m'a vraiment amené au basket? C'était en 6e, mon premier échec scolaire. D'accord. Parce qu'en fait, voilà, j'ai 3 grands frères, donc en fait, au Cameroun, les grands, ils ne jouent pas avec les petits. Je pense que c'est partout comme ça. Oui, partout. C'est partout comme ça. Donc, mes frères, quand ils jouaient, moi, je regardais juste. En fait, c'est parti vraiment d'un échec scolaire parce qu'en 6e, en fait, tu découvres un nouvel environnement. Mm-hmm. Et j'avais du mal à me faire des amis. J'étais très timide. Mm-hmm. Je suis le genre de personne, j'ai besoin d'être stimulé pour faire les choses. Il faut que ça m'intéresse. Donc, je pense qu'au niveau pédagogique, les professeurs n'étaient pas, en fait, parce que les salles de classe, en fait, c'est des classes de 50, 60 élèves. Donc, soit ils ont passé le temps pour se concentrer sur les élèves. Mais voilà, j'ai redoublé la 6e. Et en redoublant la 6e, en fait, tu te rends compte que le peu d'amis que tu t'es créé ne te parle plus. L'été, tu as un vide total avec la honte autour, voilà, redoublant, l'échec. J'ai envie de passer les détails, mais je pense que ceux qui ont déjà redoublé une classe le comprennent un peu. Et donc, l'année d'après, en fait, tu traînes tout l'été la honte familiale au niveau scolaire, au niveau de l'environnement. Et puis, l'année d'après, quand je reviens, ceux qui rentrent à l'école en 6e, ils me voient comme le vieillard, le redoublant. Mes potes que je m'étais créés, voilà, ils ne me parlent plus parce qu'eux, ils sont maintenant en 5e. Donc, en fait, le basket m'a permis d'extérioriser toute cette frustration et cette incompréhension de ce nouveau monde. D'accord, donc c'était une manière pour toi de montrer une réussite sur autre chose que l'école ? Non, je ne pensais pas du tout réussite. D'accord. Je pensais plutôt lien avec les autres. Ok. Exister dans une communauté, se sentir, voilà, en fait, et on commençait à jouer, et je me défoulais sur pause scolaire, tu vois. Ouais. Donc, on a commencé à faire l'interclasse, et ma classe de 6e battait les premières, secondes, terminales. Waouh. Parce que j'étais déchaîné, en fait. Et en fait, ce que ça a créé, je me suis rendu compte que tous ceux qui ne me parlaient pas ont commencé à se rapprocher de moi. Et des amis, garçons, filles, professeurs, tout le monde venait là où je jouais.
Et en fait, mon collège, je ne jouais même pas dans l'équipe du collège, mais le collège, il était inscrit au championnat national junior. OK? Et en fait, le fait de pouvoir m'exprimer comme ça, me extérioriser, montrer qui j'étais, m'a permis en fait de me révéler déjà un peu à moi-même par rapport à ce que je pouvais faire. J'ai eu des amis en fait. J'ai eu des amis, j'ai eu de l'attention, mais je pense pas que l'objectif c'était avoir de l'attention en fait. C'était dans une forme de cohésion au niveau, en fait, se faire des amis. Tu étais plutôt grand déjà en sixième? Oui, oui, j'étais déjà grand, donc voilà. D'accord. Je t'en passe les blagues. En fait, au Cameroun, il y a une cigarette, ça s'appelle LNB. D'accord. Ils m'appelaient long et bête. Ah, merci les enfants. Et C'est quand il LNB, s'agit d'être sympa. en fait, c'était LNB un normal et il y avait aussi c'était aussi Mentol. Donc, on m'appelait Mentol. Oh là là là. Mentol, chemin de fer. Oh, je t'en passe. Je passe les insultes. Ces blagues entre guillemets, mais qui font mal quand on est enfant, tu t'en servais pour essayer d'être encore meilleur? Mais je pense que je m'en servais parce que je pense que les gens ne me voyaient pas pour qui j'étais. Mhm. Et j'avais ce besoin personnel parce que je savais qu'intérieurement, j'avais quelque chose à offrir. Ok. Tu vois, je pense pour moi, c'était plus ça. Déjà que je parlais pas beaucoup, je savais que je pouvais exprimer plein de choses. Et en fait, le basket m'a permis d'extérioriser tout ça, d'aller dans cette découverte de moi-même, en fait. Et je t'assure, quand j'étais là, ça a créé une vague autour de moi. Tout le monde voulait un bout de Victor. À ce point-là, c'est À- impressionnant. Quand je dis à ce point-là, Hein. et en fait, je commence le championnat, toute la ville vient me voir jouer. Wow. Toute la ville vient me voir jouer 1 an, 2 ans après. On me surclasse. On me fait jouer dans le championnat senior. Toute la ville vient me voir jouer parce que les gars se disent qu'on va me tuer. Parce qu'au Cameroun, en fait, les championnats seniors, c'est des darons, c'est des mecs de 40 ans. En fait, c'est des hommes mûrs et très durs. Oh. Donc, tu vois, et en fait, mon premier match, je me fais déboîter la mâchoire. Wow. Mais je Ah oui. fais un match phénoménal, la mâchoire déboîtée. Le public devient ouf. C'est comme ça, en fait, que les États-Unis m'appellent après derrière. C'est fou, hein, ce que je te raconte, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a encore le claquement quand j'ouvre ma mâchoire. Ah oui, donc tu as gardé des séquelles, entre guillemets, de ce premier match. On m'a mis un coup de coude, j'ai joué la mâchoire. Je suis passé en transe, en fait. Ça va pas. En fait, même ça va pas m'arrêter. En fait, c'est les épreuves qui m'ont permis de me surpasser, que ce soit par rapport à mon expression individuelle et aussi passer au-delà de l'intimidation physique. Mhm. Tu vois? Ouais. Donc, moi, dans mon esprit, en fait, c'était s'ils me mettent des coups, ça veut dire que je suis fort. D'accord. Ok. Ça veut dire que je représente une menace. Que des gars aussi mûrs, aussi des joueurs professionnels pour moi, aient besoin d'en venir au physique pour me stopper, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui explique, alors, parce que moi, j'ai comme image, et on y reviendra dessus, mais de toi comme un battant, enfin, je veux dire, on voyait des matchs, on avait l'impression que la balle était entre guillemets perdue et autres, et on voyait que tu étais toujours, il y avait une intensité, et donc c'est ce qui vient de ta jeunesse, entre guillemets, de ces matchs fondateurs. Exactement, mais ça vient d'un contexte culturel aussi. Au Mhm. Cameroun, en fait, les jeunes n'ont pas, ou en Afrique en général, les jeunes n'ont pas de divertissement, ils n'ont pas des jeux vidéo. Ouais. En fait, quand tu trouves quelque chose que tu aimes, tu y vas à fond. Ouais. Le simple exemple que je vais te donner, dans mon quartier, à Bonabéré au Cameroun, il y avait un ballon de basket pour tout le quartier. Wow. OK, donc quand on suppliait celui qui avait la balle pour pouvoir jouer. Donc, quand il ne venait pas, personne ne jouait. On pouvait être 50 sur un demi-terrain. Et tu sais ce que c'était le jeu d'échauffement? Ça s'appelait le rebond. Tu vois, j'exagère quand on dit 50. Hein, tu vas avoir une vingtaine de gars se battre, le rebond aussi. Le mec qui tire, les gars se battent pour le rebond pour pouvoir tirer. C'est ça l'échauffement. Ok. Donc, tu vois déjà, le fait qu'il n'y ait pas cette abondance qu'il y a ici en Europe, la balle, elle est précieuse. Quand on choisit maintenant ses potes pour jouer du 3 contre 3 ou 4 contre 4, tu ne choisis pas ton pote. Tu choisis le mec avec qui tu vas gagner pour rester sur le terrain. Parce que si tu perds, si tu perds, tu attends 3, 4 heures pour rentrer sur le terrain parce qu'il y a trop d'équipes.
Wow. Donc, ça te met dans un état d'esprit où il faut à chaque fois, tu veux pas te dire, OK, je laisse shooter, je laisse prendre le rebond, je me bats pas pour la balle parce qu'il y a juste une seule balle. Sur le terrain, c'est maintenant à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est le fait, voilà, qui est ce manque d'infrastructure et de ballons, en fait. De ballons, juste même des ballons. Ici, les gamins, quand ils vont, tu vas dans des associations, les petits clubs, chaque gamin prend son ballon, va tirer de son côté. Oui, c'est Donc, vrai. s'il n'a pas envie de jouer, si ce jour-là, il s'est mal réveillé, il décide de shooter sur le côté au lieu de se battre pour avoir la balle. Donc, il y a beaucoup de petits. En fait, c'est différent, en fait. C'est cette Mhm. culture-là, en fait, qui m'a fait me battre pour ce que j'aimais, en fait. Et tu l'as dit, et j'ai découvert ça en me renseignant avant de préparer. L'université, les États-Unis t'ont appelé directement. C'est Oui. pas toi qui a été déposé une bourse ou autre? Bon, mais c'est pour te dire à quel point je faisais en tout cas, mon jeu parlait pour moi. D'accord. Mon père, un jour après un match, on l'appelle des États-Unis, il m'appelle en me regardant avec un regard bizarre. Je me dis, J'ai fait une bêtise. j'ai fait une bêtise, j'arrive. Le gars il me dit, on veut te parler ici, hein, c'est les États-Unis. Je pense que c'est une blague. En fait, je pense que c'est une grosse Bien blague, sûr. que mon père se fout de ma gueule. Et donc, mon père, il me dit, on passe le téléphone, le gars, il me dit, This is John Thompson. I would like you to come to the United States and play basketball. Would you like it? J'ai juste fermé ma gueule, du genre, yeah, yeah. Du genre, celui qui est de l'autre côté, franchement, la blague, elle n'est pas bonne. Tu vois, parce que, mais en fait, je- j'ai rendu le téléphone à mon père, continue à parler parce que franchement, et je sais, je suis parti faire autre chose du genre, c'est impossible, tu Oui. vois. Donc le lendemain, mon père me dit, il veut que tu ailles aux États-Unis cette année, mais je pense pas que tu sois prêt pour y aller, tu es encore jeune, il faut que tu passes encore. C'est comme ça en fait. Mais l'année d'après, même pas l'année d'après, quelques mois après, les gars, ils rappellent, mon père, il me dit, tu pars dans 2 semaines. C'est comme ça que je vais aux États-Unis. Waouh. Et comment ça se passe dans la tête? Parce que tu es encore jeune quand tu pars aux États-Unis, non? Mais tu sais, tout ce que ça m'a développé, en fait, jouer au Cameroun, ça m'avait développé une forme d'invincibilité. Ouais, ok. Tu vois, non, je ne vais pas dire invincibilité parce que c'est pas forcément le mot, une confiance absolue en mes capacités. D'accord. Et pour moi, ça m'a donné une telle confiance que je me disais, Dieu, le monde, la vie m'ouvre les choses parce que je m'exprime à fond la caisse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est top ce que tu dis. Ça montre que, en fait, à partir du moment où tu as commencé à te battre et à en vouloir énormément, bah, tu estimes avoir le juste retour des choses. J'avais le juste retour des choses parce que j'exprimais finalement ce qui était en moi. Et je n'avais pas peur de le faire. Je n'avais pas peur de me manger des coups. Je n'avais pas peur de l'âge, de la taille. J'étais juste moi-même, en fait. Il n'y avait plus de physique, en fait. Ouais, Donc, quand je vais aux États-Unis, pour moi, c'était normal parce que c'était le cours normal des choses. ok. Mais c'était de l'inconnu aussi, tu vois. Ouais. Et justement, quand tu arrives là-bas, c'est quoi les premiers étonnements et autres? Parce que Washington, c'est une ville avec plein de symboles en plus. Donc, Mais le premier choc, en fait, quand j'arrive, je suis rapatrié. c'est vrai? Dès que j'arrive, en fait, j'arrive à 16 ans et demi à la douane aux États-Unis avec les Ouais, papiers du lycée où je devais aller, ouais, le papier du proviseur et tout, passeport français, j'ai droit à 6 mois sur le territoire français, américain, sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe à la douane? Le mec, il voit que bon, je parle pas bien anglais. Je lui dis basketball, school. Et le mec, il dit visa, t'as le visa? Je dis, je bafouille un peu. Il appelle le mec, le proviseur. Il demande au proviseur, apparemment, j'apprends ça un peu plus tard. Il demande au proviseur combien de temps est-ce qu'il compte rester? Parce que on voit que bon, c'est légal ce qu'il est en train de faire, mais c'est pas complètement légal. Il dit la vérité sur les papiers. Il pourrait entrer, mais en tant que touriste. Donc, mais le proviseur, il dit, he's going to stay forever. Donc, les gars me remettent direct dans l'avion. Ah, oh non. Donc, tu imagines un gamin de 16 ans, le choc. Ah oui, je veux Pour bien. moi, du genre qui a un mental d'acier, c'est du genre, qu'est-ce qui se passe, hein? Tu vois, on te met les menottes de chien et tout. Oh là là. On te met dans l'avion, tout le monde te regarde comme un voleur et tout. Tu te dis, waouh.
qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers? Tu passes d'énormes confiance en toi à plus rien du tout Non, pendant un petit temps. Honnêtement, j'avais toujours confiance en moi. D'accord. Mais pour moi, c'était un choc, en fait, la Ouais. situation. Te- D'accord. C'était un choc du genre, je savais en fait qu'est-ce que je pouvais faire sur un terrain. Mais le choc, c'était du genre les, c'était un coup à mon mental Mhm. parce que il y avait eu un stop inattendu. Je Ouais. sais pas comment t'expliquer ça. Ouais, Mais, t'avais mais pas ça, t'avais pas imaginé ça à la base. non, j'avais pas imaginé Ouais. être roulé à la douane. Forcément. Donc, la première fois que tu voyages, tu parles pas la langue et tout. Mais oui. J'appelle mon frère qui m'a déposé à Charles de Gaulle. Je le rappelle le lendemain, 6 heures du matin, il me dit que je lui fais une blague. Je ne sais même pas prendre le RER. C'est normal. Oh mon Dieu. Et en fait, je rentre, je suis vagabond en fait pendant 3 mois. Waouh. Pareil. Parce que l'école avait déjà commencé, je ne pouvais pas m'inscrire. Les États-Unis m'attendaient toujours. Je devais prendre le visa parce ils ont écrit sur mon passeport qu'il fallait que j'ai un visa pour retourner aux États-Unis. Oui. Donc, ça m'a pris 3 mois. Waouh. Donc, et entre les 3 mois-là, j'allais pas à l'école. Ouais. Je vagabondais, en fait. Ouais. Et donc, quand tu arrives à y retourner, tu te retrouves dans une université, et ça, il faut le dire, et je l'ai dit en intro, hein, mais pour les non-basketteurs, dans une université quand même qui a une sacrée réputation dans le monde du basket, quoi. C'est une université solide qui a accueilli, comme je le disais, hein, Patrick Ewing, et qui a accueilli aussi Allen Iverson. Et donc, Dikembe Mutombo, ben voilà, Alonzo Mourning, voilà. il y a une liste, il y a une bonne liste. Effectivement. Et donc, toi, est-ce que ça te met la pression ou ça te renforce? Comment ça, Mais, tu le vis? mais laisse-moi te dire, quand j'arrive aux États-Unis, quand j'arrive finalement aux États-Unis, Ouais. je passe la douane. Les mecs qui m'attendent de l'autre côté, je dépose mon sac dans ma famille d'accueil. Ils m'amènent directement dans le backstage de l'université, me faire jouer contre les Iverson, Patrick Ewing, les joueurs universitaires. Non. Direct, avec Coach Thompson assis derrière, et ils regardent et me disent de jouer. Je joue à fond la caisse. Les gars sont impressionnés. Le coach me dit, il me rappelle, il me dit, viens ici. Je vais vers lui. Il me dit, you come here. You gonna come here. Je dis, d'accord, parce que pour moi, ok, bon, c'était lui, tu vois. Oui. Mais en fait, ce qu'il faisait à Georgetown, c'est en fait, quand tu arrives, ils regardent d'abord si c'est ta taille, si tu as le talent, et ils te font jouer directement contre les gars. Et si tu joues pas bien, ils vont te mettre dans un petit truc là, tu te débrouilles après derrière. Donc, j'ai validé comme quoi souvent s'exprimer à fond la caisse tout le temps, je me suis validé ma bourse ce jour-là. Je me suis validé parce que j'avais pas de bourse pour aller à l'université. J'avais une bourse pour aller au lycée. D'accord. OK. OK? Donc, il me valide ma bourse. Il me dit, toi, tu vas venir ici. Il faut juste que tu passes ton SAT. Il me dit, voici la lettre. On va te faire une lettre de commitment, d'engagement, pour que tu viennes ici. Et comme ça, ils me mettent dans un lycée. Je suis all-américaine directement derrière. Je joue le Capitol classique. Mais le truc derrière, c'est que je passe le SAT qui valide en fait l'offre de bourse. Wow. Donc, comme quoi, sur un moment, ça pouvait Sur un basculer. moment. Mais je te dis ça pourquoi? Parce que c'est Patrick Ewing lui-même qui m'a pris dans sa Cadillac, m'a ramené chez moi. Je ne sais pas si tu comprends, un petit qui sort du fin fond du Cameroun, qui adulte ces mecs-là et se retrouve dans la voiture de Patrick Ewing à le déposer chez lui. Je me dis, waouh, ma vie. Ça peut s'arrêter là. Tu auras déjà fait un grand pas, mais tu n'avais Non, pas mais ça envie. pouvait pas, non, en fait, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Bien sûr. Ça ne pouvait pas s'arrêter là. Et en fait, c'est ces trucs-là, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Mais le truc par rapport aux États-Unis, en fait, on t'évalue directement. Ouais. Tu n'as pas le temps c'est pas du copinage, surtout si tu es performant, tu vas jouer. Si tu es compétent, tu vas jouer. Tu vas avoir des opportunités. C'est ce truc-là, en fait, où aux États-Unis, ça te met dans un autre état d'esprit. Ok. Et si tu dois, parce que l'objectif, c'est aussi de parler un petit peu du championnat de France et de te libérer dans les temps, mais si tu dois résumer, tu as fait 4 années, c'est ça, à Georgetown? Oui, c'est ça. C'est quoi le meilleur moment? Est-ce que c'est ce moment-là là, du départ? Ou est-ce qu'il y a un autre moment où il y a quelque chose, une apogée dans ces 4 ans passés? Ou l'apogée, honnêtement, l'apogée, c'est de un, on va parler basket, parce que au niveau basket, on est allé
à March Madness, Mhm. NCAA Tournament, tournoi NCAA. On est allé au Sweet 16, c'est incroyable en fait. Je pense qu'au niveau professionnel ici, en Euroleague, on ne remplit pas les salles comme en March Madness. Oui, faut expliquer aux auditeurs, aux auditrices, c'est que la NCAA, c'est de la folie furieuse quand C'est de c'est la les folie phases furieuse. finales. Voilà, c'est des salles à fond avec des orchestres et autres. Enfin, Et autre, c'est la dingue. salle, de chaque match universitaire, il y a 20 000 spectateurs, tout le campus est là, les gens de la ville. Donc, ça crie plus que les matchs NBA. Les gens, en fait, ne se rendent pas compte Mhm. que le sport aux États-Unis, au niveau lycée, collège, au niveau marketing, business, c'est des grosses machines. Ouais. C'est des grosses machines. Donc, au niveau, en fait, aller Big East Tournament, jouer au Madison Square Garden, euh, vivre tout ça, mais surtout aller au March Madness parce qu'il y a un autre type de folie, en fait. C'est pour ça qu'il y a tout cet engouement là-dessus. Quand tu es professionnel, s'il y a des athlètes, des basketteurs professionnels qui me suivent, Mhm. ils savent que même dans les vestiaires, les gars, en mars, ils parient tous sur l'équipe qui va gagner le tournoi. Mhm. Tellement c'est. Et en fait, les gens parient énormément sur la NCAA. C'est comme la NBA, en fait, avec plus de matchs. C'est des machines à sous. C'est Oui, des environnements où il y a beaucoup de supporters, beaucoup d'argent. Donc, l'apogée pour moi, dans le basket aux États-Unis, c'était jouer dans ces tournois-là. d'accord. Et il y a eu à un moment dans ta tête un rêve de NBA? Franchement, avec beaucoup d'humilité, Mhm. j'étais projeté pour être comme un Scottie Pippen. D'accord. Parce que quand je jouais à l'université, je Mhm. défendais sur les meneurs. Alors, en fait, quand vous me voyez là, je suis amoindri, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je défends sur les meneurs. Je défends partout. Je suis agile. Je joue tous les postes, en fait. D'accord. Je joue tous les postes. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le concept de versatile. Ils Oui. préféraient les spécialistes. Mhm. Donc, moi, ils me considéraient comme un tweener. On ne sait pas où on va te situer en NBA. Est-ce que tu vas être un poste 3? Est-ce que tu vas être un poste 4? Eux, ils aimaient les spécialistes. Tu vois, donc, ce qui D'accord. fait que voilà, le basket, il évolue. Ce que les GM, ils cherchent, voilà, ça évolue. Tu vois, Mhm. là, à l'époque, ils cherchaient des pivots purs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ou des Ouais, ouais, shooters bien purs. sûr. Là, Bien maintenant, sûr. tu vois, donc c'est différent par rapport à cette période-ci. Mais j'ai eu la période où ESPN fait un gros zoom sur moi. Mhm. Canal Plus descend pour faire un reportage sur moi. La veille, je me fais une rupture du tendon en dessous du gros orteil. Là, là. Et je porte une botte pendant 8 mois. Waouh. Pendant 8 mois, je dois dormir avec la botte. Parce que le mec, il me dit, tu vas plus courir comme avant, tu vas plus être aussi agile. Tu risques peut-être même d'arrêter de jouer. Oh. Donc, que tu me vois là aujourd'hui, c'est quand il m'a revu, je lui ai dit, c'est un miracle, quoi. Déjà en NCAA. Ouais. Ouais, Donc, donc effectivement, il y avait la NBA en vue, mais cette blessure fait que même s'il y avait eu une petite opportunité, elle s'amenuise entre guillemets avec cette blessure, quoi. voilà, il s'amuse avec cette blessure. Je l'ai ma deuxième année, ma troisième année. Je l'ai ma Ouais. troisième année. Et en fait, je ne peux pas m'asseoir cette année, red shirt, comme ils disent aux États-Unis. Ouais. Et quand les gars me voient revenir, il y a des scouts NBA qui m'ont revu mes 2 premières années professionnelles. Ils m'ont dit, waouh, on ne savait pas que tu allais évoluer comme ça. On t'a jamais vu éclore, en fait, tu vois. Donc, sans regret, hein, en fait, pour moi, Ouais. la NBA, tout le monde rêve de NBA, tu vois. Ouais. C'était ça mon rêve quand j'allais aux États-Unis. Bien sûr. Donc, en fait, quand je finis l'école, je finis mes études, je décide de me lancer dans une carrière de basketteur professionnel au lieu d'aller dans le monde du travail. Ouais. Et donc c'est là où tu décides de revenir en France? Voilà, c'est là où je décide de revenir en France. Ouais. En revenant en France, personne ne me connaît et je dois encore, comme d'hab, montrer de quoi je suis capable. D'accord. Et là, tu démarres à Bourg-en-Bresse, c'est ça? Le début Et de là, ta je démarre à carrière? Bourg-en-Bresse. Ouais. Je démarre à Bourg-en-Bresse grâce à une opportunité. On me dit, viens, tu fais 2 entraînements, il y a un match contre Chalon-sur-Saône. Si c'est concluant, tu as le contrat. Parce que personne ne me connaissait. Waouh. Et je pète un dunk, la salle commence à crier Victor, Victor, les gars, il m'a pris le contrat, signe tout de suite, tout de suite, tout de suite, papa, tout de suite. Je te jure. Et c'est comme ça que je commence pro. Oh là là. Comme Personne ne quoi, me connaissait en même France. En chose. tout cas, voilà.
Même chose qu'à Georgetown, en fait, hein, un peu. Tu mets de l'énergie, tu fais un dunk et derrière, on te Non, dit. mais j'avais fait un bon match. C'est pas seulement le dunk, hein, j'ai fait un bon match. Bien sûr, je me Mais doute. en fait, tous ceux qui m'ont vu jouer savent que Vic, il va mouiller le maillot. Tu vois, j'ai toujours été comme ça, en fait. Quand je suis sur le terrain, en même temps, c'est un moment d'expression, de joie, de liberté, de prise de conscience de qui je suis, en fait, et qui Oui, je peux être. Et c'est toujours ça qui m'a porté, tu vois. Donc, il y a pas, et comme je viens de loin, il n'y a pas de moment pour que, on m'a rarement fait des faveurs. oui, On j'imagine. m'a rarement promis, tu vois, toute ma carrière là, on m'a jamais promis le temps de jeu. Même quand je gagnais, même quand je gagnais j'ai gagné des titres de champion de France, on Bien ramenait sûr. des gars à mon poste pour me challenger. Ça fait partie du game, tu vois. Donc, mais je lui montrais à chaque fois que bon, c'est pas grave. Viens jouer avec moi, on va gagner ensemble. Et c'est ce qui fait que moi, en tant que spectateur, j'ai cette image de toi. Alors, ça l'était déjà, mais encore plus de battant, puisque, comme tu le dis, à chaque fois, tu étais challengé parce que tu n'étais pas peut-être la star ou autre. Et donc, derrière, tu te battais encore plus. Et on sait que Non, derrière, tu. mais c'est pas forcément la star. J'ai Mhm, joué tu sais, dans le basket, souvent, il y a l'aspect du sport. mhm, Souvent, tu peux être le plus fort de l'équipe, mais c'est pas à toi qu'on donne ce flambeau. ouais, Mais à un moment, ça fait partie de l'évolution d'un joueur. C'est pas l'idée d'être star. Parce que souvent, c'est programmé, on veut pouvoir cette personne, mais c'est souvent pas cette personne qui fait la différence. Quand tu joues aussi longtemps, à un moment, le truc de star, ça se fait parce que les gens ont vu que tu es ça. Pas parce qu'un coach ou un club t'a donné ça. Tu vois ce que je veux dire? mhm, Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. ouais, Les gens qui m'ont apprécié, c'est parce qu'ils voient ce que je dégageais quand je jouais. Pour moi, c'est aussi simple que ça. On ne vient pas te dire, toi, tu es super fort. Kevin Durant, ce qu'il fait sur le terrain, ça dit tout. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. On ne va pas venir te donner un titre. C'est pas le titre qui fait la personne. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, en fait, si on repart même depuis le début, moi, après l'échec scolaire, c'est ce que j'exprimais qui a attiré l'attention sur moi, Ouais, exact. qui a créé cet environnement, en fait. Tout le monde me mettait au fond du seau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les gens ne t'attendent pas, mais si tu fais pas les choses, si tu t'exprimes pas, essaie pas de montrer ce que tu as dans le ventre ou qui tu es, les gens peuvent t'apprécier. Il y a des gens qui n'aimaient pas Jordan, tu vois ce que je veux dire? Ils Oui, bien sûr. préféraient. Bien Donc, c'est sûr. juste pour dire, OK, là, on dit King James, pour moi, c'est pas le King. Moi, je préfère Kevin Durant. Mais ça n'empêche pas qu'il est super fort, que c'est le meilleur joueur de la planète, entre guillemets, parce qu'on lui a donné ce titre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord, c'est vrai, tu as raison. Alors, moi, vu que l'objectif, c'est aussi de parler un peu de ce que tu fais aujourd'hui, de ton après-carrière, si tu devais me donner un moment marquant de ta carrière en France, de Bourg-en-Bresse en passant par Nancy, en passant par Lasvel à Roanne, ce serait lequel? Est-ce que ce serait le championnat de France quand tu le gagnes, celui de 2008, celui de 2011, ou est-ce qu'il y a d'autres moments, parce que des fois, c'est une défaite qui marque plus même dans le positif, entre guillemets, après coup, hein. Qui m'a marqué sportivement. Je Oui. pense que chaque année m'a marqué. Ce qui est sûr, je vais te donner quelques étapes. Le Mhm. premier match de Bourg-en-Bresse dont j'ai parlé, ça m'a marqué. Parce que c'est une manière de se faire sa place avant de signer ce premier contrat-là. L'année où je suis meilleur marqueur français m'a marqué aussi, parce que ça m'a permis d'ouvrir mon esprit à plus que le scoring individuel. C'est quand tu Le étais à premier, Paris, c'est ça? oui, c'est quand j'étais à Paris. D'accord. Ouais. Le premier titre de champion, c'est autre chose. C'est comme si tu fais que te découvrir, en fait. Mhm. Donc, il y a plusieurs moments comme ça, en fait. Tu découvres. En fait, c'est ces moments-là, en fait, qui fait que ça m'a fait évoluer ça m'a fait prendre en maturité dans le jeu et dans qui j'étais, tu vois. Donc, c'est des moments, jouer l'Euroleague. Jouer l'Euroleague, je sais pas comment t'expliquer ça. Oh, moment marquant, oui, le match. C'est comme, moi, j'ai joué mon match NBA, moi, par contre. J'ai joué mon match NBA parce que c'était un honneur pour moi de jouer avec Nicolas Batum, l'équipe dans laquelle j'étais. Il n'y avait que des gros noms, des Papi, Pamagou, Jamal Schuller. Euh, Quand on a joué contre Lasvel, le match contre Lasvel, contre Tony Parker, tu vois, Ronny Turiaf,
Edwin, en fait, c'était mon match NBA parce qu'il y avait le lockout NBA. Voilà, c'est ça, oui. Il faut l'expliquer pour que les gens y comprennent. Effectivement, c'est que Nicolas Batum et autres étaient revenus jouer en France puisque la NBA était en grève, pour dire les mots tels qu'ils sont. Et donc, Voilà. oui, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, tu avais face à toi des joueurs qui jouaient habituellement NBA, qui étaient revenus Oui, jouer bien en sûr. France. Bien sûr, pour moi, c'était comme si je jouais un match NBA. Donc, Ouais, tu en fait, m'étonnes. il y a plein de petits moments comme ça. Je peux pas dire qu'il y a un moment plus marquant, mais ce qui est D'accord. sûr, c'est que il y a ces moments de réalisation individuellement, meilleur marqueur et devenir champion, ce que ça fait, ça crée comme étape. Et Hum. gagner une deuxième fois où, en fait, ça t'apprend la gagne, en fait. Et la gagne, au fond, c'est pas individuel. En fait, il y a des étapes de la gagne, tu vois. Hum. Et donc, tu termines ta carrière, tu as joué jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, la passion du jeu, donc tu termines ta carrière. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que c'est vraiment souvent la question que se posent les gens, c'est qu'une fois qu'on a fini sa carrière professionnelle, alors quand on prend les footballeurs qui ont gagné des millions et des millions, je dirais qu'ils peuvent ne plus rien faire, la question ne se pose pas. Quand on est basketteur de haut niveau, on a bien gagné sa vie, mais il reste toute la vie d'après à faire vivre. Et aujourd'hui, comment tu occupes tes journées? En fait, aujourd'hui, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Mhm. Et pour moi, c'est une continuité, en fait, parce que c'est une continuité parce on est plus dédié aux sportifs professionnels. D'accord. OK? Même si on est des clients qui sont pas sportifs. Mais Mhm. l'idée pour moi, c'était accompagner sur ces courtes carrières pour pouvoir préparer l'après-carrière. Donc, j'ai toujours été dans la transmission, partager les informations, en fait, partager les expériences. Donc, ce qui fait que, entre parenthèses, je suis aussi président d'une association où on accompagne les jeunes pour préparer leur parcours sport-études aux États-Unis. Donc, on organise D'accord. des événements. Et donc, c'est toujours accompagner la jeunesse ou les générations suivantes pour qu'ils fassent les choses, on va dire, un peu mieux ou qu'ils aient de meilleurs outils. Et donc, ça ne se joue pas juste au niveau, ça se joue aussi au niveau gestion de finances, en fait. Et donc, cette association, c'est Dreamers, c'est ça? En fait, ça s'appelle Basketball Dreamers Association. En D'accord. fait, cette association, elle est basée à Paris et aux États-Unis. Donc, on accompagne les jeunes pour leur permettre d'avoir des opportunités sport-études aux États-Unis, sur tous les D'accord. aspects basket et surtout scolaire, parce que je pense que ça ouvre d'autres perspectives. Parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de bourse et je trouve que les jeunes ici, c'est pas qu'il y a un manque d'opportunités et qui peut être ouvert grâce à l'échange culturel. D'accord. Et donc, c'est pour ça que, enfin, la question, parce qu'à la limite, je vais essayer de te laisser répondre plutôt qu'il répondre, mais la question, elle est, qu'est-ce que vous faites pour accompagner les jeunes? C'est quoi, si on peut donner une ou deux actions que vous faites pour mettre en avant, pour aider les jeunes? En fait, ce qu'on fait, on sensibilise sur le sport-études. Mhm. On sensibilise sur la prise de conscience qu'à travers le sport, à travers le basket, on peut aussi avoir une éducation. Et que tout ne s'arrête pas à 18 ans par un choix. Tu es pro ou tu n'es pas pro, il faut choisir un des deux. Parce que moi, en fait, ça fait partie aussi de mon parcours. J'ai commencé l'université à 19 ans aux États-Unis. Oui. Donc, j'ai commencé à jouer professionnel à 23 ans avec un bachelor en business et administration. Donc, ça m'a permis de grandir. C'est pas fini. En fait, pour nous, le message, c'est pas fini à 16, 17 ans si tu n'arrives pas à être pro. OK. Et Ouais. c'est vraiment le fait que les études, ça peut t'ouvrir d'autres portes. C'est pas, tout le monde ne va pas devenir sportif professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Ouais. Donc, c'est ouvrir ses portes à l'échange culturel, ouvrir ses portes à des bourses à travers le sport. Ça fait grandir individuellement. Il y a de la camaraderie, il y a un network qu'on se crée grâce aussi au sport, mais il faut prendre en compte aussi les études derrière. Parce qu'aux États-Unis, l'un ne se fait pas sans l'autre. Alors, dis-moi si j'ai bien compris, si je résume, c'est que en fait, l'idée, c'est faire en sorte de dire que grâce au sport, on arrive à avoir une bourse aux États-Unis ou ailleurs. Et même si on ne devient pas professionnel, ça nous a permis de faire des études, de faire des découvertes, de progresser et de devenir quand même quelqu'un, même si on n'est pas sportif professionnel. Exactement. C'est ça? D'accord. Et l'idée, en fait, c'est de sensibiliser même au fait qu'en France, c'est possible. Ouais. Mais déjà, on ouvre ces opportunités-là. Voilà, c'est des prises de conscience pour les jeunes.
Okay. Et cette association, c'est toi qui l'as créée ou tu en es devenu président parce qu'on te Non, l'a non, demandé? je l'ai créé avec un des anciens amis à moi qui a joué en NBA, qui est aussi camerounais. Il s'appelle D'accord. Bunche Bunche. Euh, Ah, et donc, il le fait avec moi de l'autre côté aussi. Donc, on a une petite d'accord. équipe d'anciens étudiants sportifs Ok. qui ont fait les États-Unis pour essayer de passer les bons messages et sensibiliser par rapport à la culture américaine, sur tous les aspects, que ce soit sportif ou académique. Ouais, c'est génial. Alors, moi, je trouve ça top, le fait de créer une association et d'être dans la transmission. Et puis après, à la limite, si on n'est plus dans les temps, on s'arrêtera là. Mais conseiller en gestion de patrimoine, quand tu disais je m'occupe surtout de sportifs, c'est que ce que tu veux dire, c'est que tu aides des sportifs qui ont besoin de gérer une après-carrière à investir bien leur argent qu'ils gagnent pendant leur carrière, c'est ça? Oui, bien sûr. En fait, c'est ça le nerf de la guerre. Parce D'accord. que la plupart ne se découvrent en fait ce monde de l'abondance financière trop vite, trop tôt, sans discipline et ne sachant pas exactement comment gérer ça en fait. D'accord. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup finissent banqueroute. Ouais. Beaucoup font juste de l'épargne en se disant que quand la carrière va s'arrêter, ils vont s'asseoir dessus, mais pendant combien de temps? Un an, Mm. 2 ans? Si tu n'as pas fait les bons placements, si tu n'es pas bien informé, si t'as pas eu de mauvais conseillers, si tu n'as pas eu de mésaventures. Donc, on est beaucoup dans la crainte et on ne sait pas comment investir ça. Donc, il faut préparer d'une certaine façon l'après-carrière. Donc, et nous, en fait, ce qu'on fait, on essaie de les discipliner par rapport à la gestion financière déjà, de leur propre compte courant, savoir comment gérer leur argent. Mhm. Et après, savoir faire les placements pour que voilà, ça fructifie le temps d'une courte carrière. Ouais. Et donc, tu as dans ton portefeuille, tu as autant des basketteurs que des footballeurs, tout Et type de sport. on a des basketteurs, des footballeurs, on a du sport féminin aussi. D'accord, oui. On Mhm. est en train, en fait, c'est une section qu'on est en train de développer aussi. D'accord. Donc C'est là, très bien. on parle à tout type de sportifs et de sportives. En fait, l'idée, c'est pas de s'arrêter sur le basket et le foot ou le rugby. Mm. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait, en fait l'ingénierie patrimoniale. Ok, bravo, bravo. Vu qu'on s'était donné un timing, je voudrais pas trop le dépasser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire dans le podcast et que tu n'as pas eu l'occasion de dire et bah, ce serait le bon moment pour le faire. Ce que j'ai envie de passer comme message, c'est d'être dans l'action. D'être dans l'action, constamment, on apprend dans l'action, en fait. D'accord, c'est un très bon message. Moi, ça me va très bien parce que c'est la thématique du podcast. Allez, vas-y, c'est de dire, voilà, plutôt que de réfléchir à ce qu'on va faire, allons-y, agissons. Et c'est pour ça que je mets en avant des profils comme le tien parce que autant le parcours pendant la carrière, avant la carrière, pendant la carrière, mais aussi après, je trouve ça super bien le fait d'être dans la continuité avec ton activité professionnelle et je trouve ça encore plus fort d'être dans le monde associatif, d'avoir créé une association qui aide à être dans la transmission et en plus de faire ça avec un ancien joueur NBA, je trouve ça encore plus valorisant parce que ça permet de dire bah voilà, moi j'ai été faire mes études aux États-Unis, il y a un joueur NBA, moi j'ai fait ma carrière en France, donc il y a une vraie transmission et je trouve Oui, en ça fait, très bien. c'est ça l'idée, en fait, derrière. C'est de vraiment jouer sur le vécu, sur ce qui est vrai pour nous, tu vois. Ok. Pour moi, c'est vraiment clé de pouvoir parler de cette expérience-là, en fait. Top. Je mettrai les notes, enfin les liens dans les notes du podcast pour que les gens puissent aller voir l'association et puis également, si tu veux, pour ton activité professionnelle, au cas où il y a des jeunes sportifs qui nous écoutent et qui ne savent pas gérer, on mettra tout ça dans les notes du podcast. Bien sûr, bien sûr, En bien tout sûr. cas, Victor, merci beaucoup de m'avoir consacré du temps et d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Allez, vas-y. J'en suis vraiment très, très fier. Ça me replonge dans ma jeunesse où je suivais le championnat de France et où je voyais ces matchs avec l'Asvel, avec Nancy, etc. Et donc, merci d'avoir accepté de partager sur ta carrière. C'est toujours très riche et ça permet à certaines personnes, même en dehors du sport, de s'inspirer, d'avoir des très bons exemples pour comment agir. Je te remercie d'avoir pris le temps de me considérer pour ton podcast. Merci Merci encore Victor. pour À cette bientôt. échange. Allez, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode.
J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Victor, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.